Bon, la Havane, donc on est parti en vacances à Cuba avec Marie-Pascale pour des raisons, je vais dire, à la fois personnelles et en fait parce qu'il y avait ce congrès donc, qui avait l'intitulé de solidarité avec Cuba pour anti-impérialiste de solidarité pour la démocratie et contre le néolibéralisme. Donc c'est vrai que ça nous intéressait en premier chef, d'autant plus qu'on avait des amis argentins, notamment des amis très proches qui sont le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Resumen Latino-Americano, qui était là-bas. Enfin bon, donc il y avait pas mal de raisons de se retrouver là. Donc on est allé assister à ce congrès. Donc bon, alors je nous présente. Bon, moi c'est la première fois que j'allais à Cuba. Je parle pas espagnol, donc c'était un peu compliqué pour moi, notamment dans certaines commissions, j'allais dire, où il n'y avait pas de traducteur. Sinon, dans les plénières, il y avait traduction anglaise, française, etc. Alors pour vous, donc moi, donc j'étais là un petit peu comme ça, comme en néophyte et comment dire, voilà, en néophyte, disons. Et Marie-Pascale, elle est allée 10 fois à Cuba déjà. Bon, elle a beaucoup d'amis, de contacts à Cuba, parmi les gens à la fois dans l'appareil d'État et aussi dans la vie quotidienne. Et en plus, comme elle parle espagnol, castillano, bon, ça aide, ça m'aide aussi, ça m'a aidé aussi. Bon, pour vous donner une idée du congrès, donc ce congrès, comment ils appellent ça? Ces rencontres. Donc il y avait à peu près 1700 délégués, à peu près, entre 1700 et 2000, disons. Il y avait 86 pays représentés, donc beaucoup de pays, j'allais dire, bon, d'Amérique du Sud, des Caraïbes. Il y avait aussi d'Afrique, il y avait notamment Polisario, il y avait le Vietnam, pays frères, la Chine, enfin, j'allais dire les pays frères. Est-ce que pardon, j'ajoute que pays frères, c'est que il y avait beaucoup de délégations qui étaient des délégations de pays communistes ou de délégations communistes. Hein. Il y avait, il y avait beaucoup de mouvements populaires, d'organisations, d'associations plus indépendantes, mais il y avait un gros morceau, on sentait, de relations communistes. Hein. Oui, c'est bon, comme le Parti communiste vietnamien, enfin bon, j'allais dire des gens qui sont plutôt, comment dire, structurés, je dirais, comme ça. Bon. Et donc voilà, et aussi pas mal de mouvements qui venaient alors plutôt en nombre et qui étaient pas très loin, comme Puerto Rico par exemple, qui est quand même pas un peuplement énorme, mais il y avait une délégation absolument gigantesque et qui était très active, très bruyante, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement peu nombreux. Mais ils sont terriblement actifs pour défendre leur indépendance et vraiment avec la botte américaine sur eux, donc direct. L'impérialisme. Donc voilà, effectivement, donc ça les rend extrêmement combatifs et très aimés par Cuba. Oui, par Cuba. Et bon, et c'est vrai que tous ces pays, j'allais dire des Caraïbes et tout, bon. C'était rigolo d'ailleurs parce qu'il y avait, par exemple, il y a eu une intervention d'un délégué des Grenadines juste avant, le mec chinois, tu vois. Alors tu as la Grenadine où il y a carrément, je sais pas combien il y a d'habitants, mais et puis à côté, juste après, tu avais le délégué chinois qui parlait au nom du milliard de Chinois. C'était assez riche et amusant. Bon, alors c'est vrai que Cuba, alors pour vous dire, bon, mon impression.
d'entrée. C'est vrai que Cuba, moi je ne m'en rendais pas compte, enfin, je ne sais pas si vous êtes très, très au fait là-dessus, c'est vrai qu'elle vit une situation absolument horrible dans la mesure où quand il y a eu Obama, il y a eu une espèce de desserrement un tout petit peu du blocus, un tout petit peu, parce il n'a rien fait sur Guantanamo, il n'a pas fait grand-chose sur... Mais enfin, en tout cas, les touristes américains pouvaient revenir à Cuba, ce qui fait qu'ils ont construit des hôtels, genre hôtel 4 étoiles et tout ça, et qui sont vides actuellement. Et là, à partir de Trump, ça a été vraiment odieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun bateau qui accoste, il n'y a plus d'avions qui atterrissent. Les avions qui ont plus de 10% de pièces américaines dans leur fabrication sont interdits d'être récupérés par la compagnie cubaine d'aviation. Enfin, c'est quelque chose d'odieux, quoi. Ils n'ont plus de médicaments. Enfin, donc ils sont dans une situation... Une précision par rapport aux avions. Ils peuvent atterrir à La Havane. C'est pas qu'il n'y a pas d'avions qui atterrissent. Non, mais ils peuvent atterrir à La Havane, mais dans aucun autre aéroport. Oui, tous les avions, ça. Non, mais je parlais de la compagnie cubaine d'aviation qui ne peut pas avoir d'avion. Ah oui, d'accord. Donc j'avais compris que tu disais que les bateaux ne peuvent plus accoster, mais les avions peuvent atterrir à La Havane. Les avions sont contraints d'atterrir à La Havane, ce qui est très compliqué parce que toute la population de Miami, de Floride, etc., cubaine qui vient pour les fêtes ou voir la famille à Santa Cruz, par exemple, ils ne peuvent plus venir. Santiago. À Santiago, oui. Là, tu confonds avec la Bolivie. Oui, je suis un peu obsédé par la Bolivie en ce moment. À Santiago, ils peuvent plus parce que s'ils viennent 4 jours, s'ils atterrissent à La Havane, le temps d'aller à Santiago en bus, ça non seulement en bus le temps, mais c'est ce qu'il y aura de l'essence pour traverser La Havane. Oui, parce qu'ils ont des queues infinies, comme à l'époque de la période spéciale, pour prendre de l'essence, parce que il n'y a plus d'essence. Et oui, parce ils ont serré la vis de l'essence. Le blocus empêche alors bon, il y a des accords avec le Venezuela, mais c'est vrai que donc c'est vrai qu'ils ont vraiment des problèmes d'essence et c'est vrai que moi j'imaginais pas que c'était à ce niveau-là, je vais dire. Oui, parce que le blocus, c'est les marchandises qui n'arrivent pas, mais d'Amérique seulement ou même des autres pays. Nous aussi, par exemple, la France. Le problème, on a parlé avec des camarades de la CGT qui envoient des choses. Et actuellement, ils sont très emmerdés parce qu'ils trouvent plus de bateaux. Par la Belgique. Ils sont obligés de passer par des bateaux belges et un bateau français peuvent pas arriver. Non, mais les Belges non plus, sauf que par la Belgique, ils doivent avoir des moyens d'eux qu'ils n'avaient pas par la France. Ils arrivent à trouver la possibilité de contourner d'une certaine façon pour amener parce que les bateaux, ils peuvent accoster à Cuba. Le problème, c'est que si un bateau accoste à Cuba, il ne peut plus toucher le sol des États-Unis. Il ne peut plus accoster aux États-Unis. Plus jamais. Plus jamais. Donc là, il y a... plus jamais. Tant qu'il y a le blocus. Tant qu'il y a le blocus, oui. Et puis, ils attaquent non seulement le bateau, mais ils attaquent les compagnies d'assurance qui assurent les bateaux. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance qui aurait assuré le bateau, boycottée. Je veux dire, ils ont un système de boycott qui va toucher toutes les chaînes possibles et imaginables, assurance, fret, tout ce que l'on peut imaginer, qui pourrait participer à l'acheminement de certains produits. On en est revenu. Attends, oui. Je pensais que c'était les pays qui étaient dans l'OTAN, en fait, qui n'avaient pas le droit de commercer un peu avec non, Cuba. Mais ce qui veut dire que... Vas-y. Et après, c'est au-delà. Exactement. C'est les entreprises. Alors, c'est les entreprises, quelle que soit leur nationalité. Il y a la loi américaine qui s'applique sur toutes les entreprises. Absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute entreprise, toute entité juridique ou physique ou même personne qui utilise de près ou de loin quelque chose d'américain. On utilise tous quelque chose d'américain, enfin, Gmail par exemple. Donc la loi américaine s'applique sur cette personne ou cette entreprise. Et à partir de ce moment-là, quand on vous dit embargo sur les États-Unis, vous respectez l'embargo sur Cuba, vous respectez l'embargo sur Cuba. Sinon, on applique la loi américaine, même si vous êtes... Et si ce sont des produits chinois, par exemple. Oui. L'entreprise suffit d'avoir... La Chine, elle pourrait
il n'y a pas spécialement des produits américains en Chine. si c'est du 100% chinois. Je propose qu'on poursuive et qu'on reprenne ça dans la deuxième. Oui, parce que je comprends pas très bien. Donc ils sont vraiment dans une période, j'allais dire, difficile de leur histoire. Et bon, alors effectivement, il y a tout ça avec le boycott des flux financiers, le gel de tout ce qui est dollars, etc. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même, je crois, je ne me rappelle plus combien il y a, mais de Cubains qui vivent aux États-Unis, il y en a un paquet, quoi. Je crois que c'est 700 000, mais bon, enfin, il me semble. Donc il y a tout un problème de gel de tout ce qui se passe. Donc, bon, comme tu disais, quoi, ça touche beaucoup plus que stricto sensu les Américains. Donc il y a ça. Et alors bon, rançon de ça, j'allais dire, alors moi j'ai été extrêmement frappé parce que bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, enfin bon, c'est vrai que je suis allé au Vietnam, des pays comme ça, communistes, mais Cuba c'est quand même très particulier parce qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette île, c'est du coup ça fait une espèce de solidarité entre les gens. Alors c'est vrai qu'en termes psychanalytiques, c'est vrai qu'on a un ennemi à l'extérieur, on ne voit pas les ennemis à l'intérieur, quoi. Je veux dire, c'est parce que du coup, du pêcheur de coquillages à Raúl Castro, on sent que toute la société est complètement solidaire et comment dire, et hostile, entre guillemets, à tout ce qui est États-Unis. Ça, c'est très frappant parce que moi, je m'attendais à ce que, bon, notamment les jeunes aient envie de, je sais pas quoi, d'aller aux États-Unis, l'iPhone, machin, truc, etc. En fait, pas du tout. Enfin, très peu. Enfin, j'imagine qu'il y en a, mais en fait, dans la vie quotidienne, c'est très, très peu. Donc ça c'est vraiment, moi, ça m'a frappé. Bon, en plus, c'est une société, enfin, je fais la pub pour les vacances, mais c'est vrai que ne pas avoir un endroit où il y a zéro publicité, vous ne pouvez pas savoir comme c'est reposant. Hein, je veux dire. Parce que moi, quand je suis revenu à Paris, j'ai vu dans le métro ces pubs pour les parfums, les fringues, les trucs. C'est vrai que c'est opprimant, enfin, ça prend un temps de cerveau et là-bas, bon, il y a quelques affiches, mais très peu hagiographiques sur Fidel, sur le Che, tout ça, avec des citations de Marty et tout, mais enfin bon, en fait c'est très faible et c'est très très bien, enfin c'est très vacances, quoi, parce que pas de pub, pas de boutique non plus, genre comme chez nous, tu as les rues avec les boutiques, là tu as quelques boutiques, mais très peu. Et ça c'est très bien. Bon, alors, je ne sais pas si c'est bien pour eux, hein, mais en tout cas, pour nous, c'était très bien. Bon, alors, en ce qui concerne le congrès, bon, les rencontres, là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interventions. Bah, alors, c'était juste avant que Lula sorte de tôle, hein, puisqu'il est sorti 2 jours après. Et c'était aussi juste avant qu'il y ait le coup d'État en Bolivie. Donc c'est vrai qu'il y avait une ambiance assez... Bon, c'est vrai que ça parlait beaucoup de la Bolivie parce qu'on sentait vraiment venir des choses pas très sympathiques. Et le dernier jour du congrès, il y a eu une longue intervention de Nicolas Maduro qui a fait un grand discours. Il est venu que pour la clôture, lui, il n'est pas oui, participé non, pas pour le dernier jour, la dernière demi-journée. Et puis le Diaz-Canel, le président de Cuba. Donc je pense que c'était très important, intéressant de ressentir effectivement combien les Cubains étaient heureux. Bon, c'est vrai que c'était très bien organisé. Hein, ils ont un centre des congrès qui est magnifique. Il y avait des traductions pour toutes les plénières, etc. On est allé dans des quartiers, on a été reçus par les comités de défense de la Révolution dans des quartiers le soir. C'était, alors, ils ont rien, ils n'ont pas grand-chose. Ils nous ont reçus, ils ont fait des soupes, ils nous ont fait des gâteaux. Et c'était très intéressant parce qu'on a discuté de qu'est-ce que c'est qu'un CDR en fait.
comment ça fonctionne au niveau du quartier, au niveau d'un grand immeuble, ce qui est suffisant. Alors ce qu'ils ont comme tâche, c'est s'occuper de la propreté, s'occuper de la sécurité et s'occuper de l'abastecimiento, comment on dirait, que l'on ait tout ce qu'il nous faut pour vivre, pour manger, pour s'habiller, etc. Et il y a eu une chose très intéressante qui s'est passée, c'est que une dame avec qui on discutait, elle disait, bon, moi je rentre de mon travail, je mets à peu près 1h30, 2 heures de marche pour rentrer, et je rentre, il fait nuit. Et elle dit, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage parce qu'on doit faire éteindre pour l'économie d'énergie. Et elle dit, je vois arriver un homme, et elle dit, par rapport à ce qu'on avait discuté avant nous, de ce que nous arrive quand on voit un homme la nuit, et elle dit, ça me fait très plaisir, parce que je vais avoir de la compagnie, et s'il m'arrive quoi que ce soit, je me tombe ou il va m'aider. Et c'était extraordinaire. Et on était avec une belle fille argentine qui était venue nous rejoindre, et qui nous disait dans le même sens, elle rentrait à 4 h du matin, elle allait danser, elle a rencontré plein de jeunes, etc. Et elle nous disait, j'ai dû leur expliquer le terme féminicide. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Et les jeunes leur disaient, mais enfin, si on lève la main sur une accompagnée, là, on est en tôle le lendemain. Enfin, je veux dire, ils étaient effarés. Parce que nous, on a 136 femmes, je crois, qui sont mortes depuis le début de l'année. Et en Argentine, c'est 3 fois plus. Et elle est argentine, la jeune femme. Et donc ça, c'était important. Et je peux continuer quelque chose ou tu voulais finir Non, c'était très intéressant ces histoires de ces comités de défense de la Révolution. Parce qu'à la fois, bon, c'est vrai qu'on voit bien tout un côté, comment dire, communaliste, comme on dit maintenant, quelque chose comme ça. Mais on voit bien aussi comment ça peut, pour reprendre les trucs de Leuzien, faire une société de contrôle quand même. Parce que bon, les CDR, ils savent tout, quoi. Je veux dire, tu vois, je veux dire que c'est pas... Tu vois, il n'y a pas d'anonymat, quoi, à ce niveau-là. En plus, c'est très par bloc, hein, les CDR, c'est même pas un quartier, hein, c'est... un bloc, par exemple, un grand immeuble, ou alors c'est un morceau de rue avec je sais pas, 50 maisons. Enfin, c'est très faible. Donc, c'est vrai qu'il y a ce double aspect, à la fois solidarité, à la fois aide, à la fois, mais aussi... Bon, et défense, parce que quand il y a un ouragan, il n'y a pas de mort à Cuba. Ouais. Parce qu'immédiatement, les gens savent où ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. De même que si jamais il y a une attaque des États-Unis, il y en a souvent, on n'est pas au courant, ils savent où ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Donc il y a un maillage social absolument séparant. Qui est assez étonnant, mais c'est aussi un peu ce que je disais sur le fait de, effectivement, quand tu as un ennemi commun et qu'en plus c'est les États-Unis, je veux dire, ça te saoule les gens. Je veux dire, c'est une espèce d'araldite, quoi. Je veux dire, très colle comme ça. Alors bon, c'est vrai que c'est... Mais les gens sont effectivement... là, bon, on l'a bien vu quand on est allé dans les quartiers, dans les barrios, là. Les gens sont tellement contents de voir des gens, parce qu'effectivement, comme il y a le boycott, il y a de moins en moins de touristes, il y a de moins en moins d'étrangers. Donc nous, on arrivait là, de plein de nationalités différentes et tout. Et les gens étaient complètement contents de nous recevoir, de nous voir. Et puis parce qu'on était des militants, parce que maintenant, le tourisme veut dire beaucoup de gens. Le Canada, il est à 3h, 3h30, donc beaucoup de gens qui viennent pour les plages. Donc de voir comme ça tous ces gens qui viennent et qui ressemblent aux touristes des années 60. Alors que le touriste d'aujourd'hui n'est pas forcément militant. Et ça a beaucoup changé, parce qu'à une époque, les touristes, c'était des militants. Bien sûr. Beaucoup d'éducation nationale. Alors, ce que je voulais reprendre aussi, parce que tu as parlé beaucoup de Cuba, je voudrais revenir un tout petit peu sur le congrès, parce qu'il y a eu des choses qui m'ont fait... bon, pour nous, ça a été d'une densité, c'était un congrès vraiment autour de la solidarité, de voir autant de pays, donc Amérique latine, Caraïbes, Afrique, Moyen-Orient. L'atmosphère générale du congrès, c'était joyeux, chaleureux, solidaire et extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que l'ennemi est très fort,
C'est-à-dire que toutes les interventions qui étaient faites, c'était vraiment pour dire que l'ennemi est organisé, solidaire, très fort, et dans un moment d'une répression extrêmement féroce. Bon, il y avait justement les gens qui ont dénoncé ce qui se passait au Brésil avec Bolsonaro. Il y avait tout un groupe tout à fait intéressant, les Cintieras, c'est-à-dire bonsoir Alain, les sans-terre, les gens qui défendent leur terre, bon, qui sont extrêmement combatifs, qui sont tués, qui sont mis à mal, qui sont torturés. Enfin, c'est une population qui est vraiment extrêmement attaquée. L'atmosphère générale donc était autour de la solidarité, et puis un discours que j'ai trouvé très avancé, très changé par rapport à d'autres congrès au cours desquels, vu l'âge que l'on a, on a pu assister. C'est que était très présent la question de l'écologie, mais chez tout le monde, et du féminisme. Ce que l'on n'a pas l'habitude d'entendre dans ce... Oui, moi, je n'avais pas l'habitude d'entendre... oui, au Parti communiste, ou dans ce genre oui. de réunion. Oui, et c'était très nouveau et très fort et très partagé, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de dénoncer l'impérialisme et le néolibéralisme comme une attaque à la force de travail, par exemple, mais à la vie. Et de dénoncer vraiment que cette espèce d'obsession et de rapacité, je ne sais pas si on dit rapacité, de mouvement de rapace sur la terre des autres, la terre occupée par d'autres peuples, et de s'emparer de toutes les ressources naturelles, avec tout ce que ça signifie comme volonté de destruction, volonté d'appropriation, donc volonté de tuer, c'est ce que l'on voit et qui se passe au Honduras, c'est absolument épouvantable, au Pérou, en Équateur, bon, au Brésil, bon, on le voit maintenant en Bolivie, à Haïti, enfin, et au Moyen-Orient, il y avait une délégation palestinienne très importante, et également ce qui se passe au Moyen-Orient. On a parlé également du blocus en Iran, mais ça n'a pas été tellement repris. En fait, c'était, de même que tous les Européens qui étaient là, ils n'ont pas fait grand effet. On sentait que c'était un congrès extrêmement régional, c'est-à-dire on s'organise dans la région qui est terriblement attaquée pour essayer, face à ce déchaînement fasciste, le terme de fasciste a été très employé, ça non plus, on n'a pas l'habitude dans ces congrès de l'entendre, qu'il fallait vraiment passer à une organisation, une prise en compte et une force, parce que l'ennemi est cruel, extrêmement organisé, extrêmement fort, et prend de plus en plus de positions. Enfin, il a une capacité destructive. Voilà. Alors, au milieu de tout ça, quand même, la lutte armée n'a pas du tout été évoquée comme moyen actuel. Mais, ce que je disais à Raymond tout à l'heure au café, les deux pays qui ont été nommés comme ayant réussi leur processus révolutionnaire, c'est quand même le Vietnam et Cuba. Donc, voilà. Après, on en fait les déductions qu'on veut. Et vraiment, ce que l'on a senti, c'est une nécessité d'union et d'organisation. Ils ont beaucoup parlé. D'abord, ils ont beaucoup remercié Cuba de comment, pour toutes les luttes populaires, tous les mouvements de résistance, Cuba, ils l'ont dit, redit, toutes les délégations, et Fidel a été très acclamé, très nommé pour un congrès, combien c'était important pour toutes les luttes, ce phare de Cuba, cette résistance de Cuba qui continuait à donner un exemple. Donc il y avait un gros mouvement de solidarité et une nécessité de trouver des moyens d'être ensemble pour résister. Il n'y avait pas du tout, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de gravité, et aussi dans le discours de Maduro à la clôture et de Diaz-Canel, je dis toujours Diaz-Canel, le nouveau président qui est formidable d'ailleurs, qui est vraiment bien,
qui est un orateur qui a dit des choses tout à fait intéressantes. Donc c'est attention, résistons, ne baissons pas la garde, et l'ennemi est en ce moment plus que jamais redoutable. Alors ça a été très fortement dit. Bon ben voilà, je crois que c'est ce que... Voilà, ce qui nous a frappé aussi, c'est que de ces gens-là, personne ne parle de l'Europe. Il n'y a pas eu, je sais pas, les occurrences de citations de l'Europe, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Ah si, l'Europe a été condamnée au même titre que les USA. Quand il y a eu les résolutions finales, condamnation des USA et de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne est mise absolument dans le même pain que l'USA. Parce qu'elle boycotte joyeusement aussi. Oui. Il s'est nommé, mais en tant qu'ennemi. En tant qu'ennemi. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu Bon, alors qu'il y avait quand même quelques camarades de la CGT. CGT du livre, non, comment on dit, des imprimeurs. Des graphistes. Typographes. Très solidaire avec Cuba depuis 82, ils sont. Et donc il y avait quand même quelques militants français. Il y avait des Anglaises qui étaient particulièrement bien, mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas. Ça n'a pas été repris. Non, parce que c'était pas le but du Congrès. Le but du Congrès, c'est de vraiment. Alors, ils veulent que la région Amérique latine, Caraïbes soit renommée région de la paix. Ils parlent au niveau régional, ils parlent au niveau de comment arrêter cette violence, comment arrêter ce massacre. Ils ont beaucoup parlé de la nécessité de protéger et de redonner et de garder la dignité des peuples originaires. Ils ont parlé de comment tout cela venait de cette habitude de l'esclavage, de cette habitude coloniale du blanc sur l'Indien, sur le noir. Ça a été beaucoup, beaucoup marqué, ça aussi. Voilà, donc on était sympathiques, mais on n'avait pas... Non, et puis c'est vrai que c'était très frappant quand même que voir des partis communistes, par exemple vietnamiens, parler de la lutte contre le patriarcat. Ça fait drôle, quoi. Je veux dire, c'était nouveau, quoi. Enfin, c'était nouveau, quoi. Je veux dire. Et c'est vrai qu'il y avait des représentants de la Marche mondiale des femmes. Enfin, il y avait quelques... Il y avait l'instigatrice, Nalou Farias, qui est la créatrice de la Marche mondiale des femmes. Marche mondiale des femmes, qui était là, qui a fait une intervention magnifique. Et sur la division sexuelle du travail, très révolutionnaire, c'était très bien. Ça c'est très bien, parce qu'on voyait vraiment comment... Effectivement, Cuba est quand même depuis 59, depuis 60 ans, c'est un phare. 59, sur le truc homme-femme, etc. Voilà, Cuba, pour eux, c'est une lutte qui est gagnée, quoi. Mais par contre, dans le continent sud, Amérique latine, disons, c'est pas gagné. Hein. Je veux dire, les divisions, le machisme, Argentine, Bolivie, Pérou, et tout ça, et aussi cette espèce de défense des peuples originaires qui était, je pense, beaucoup plus forte cette fois qu'à d'autres congrès où j'étais, où c'était vraiment marxisme, la division du travail, machin. Non, il y a un autre discours là. Oui, il y a quelque chose qui a glissé, quoi, disons. Et la religion? La religion, ça n'a pas été beaucoup nommé, je dirais, dans les grands discours. Par contre, dans ce que l'on a pu discuter, parce que bien sûr, pendant toutes ces journées, tu discutais avec les uns les autres, le poids énorme de l'Église évangéliste en Amérique latine, au Brésil et en Bolivie, l'accord absolu entre ces églises et l'impérialisme. C'est vraiment... C'est des antennes de Trump, Alors, les commissions, c'était Solidarité avec Cuba, c'est une commission, le peuple devant le libre-échange et les transnationales, autre, décolonisation et guerre culturelle, une autre, jeunesse, stratégie et continuité des luttes,
une autre, démocratie, souveraineté et anti-impérialisme, et la dernière, intégration, identité et lutte commune. Bon, là, tous les délégués ont travaillé pendant toute la journée dans des commissions. Bon. Donc, il y avait des choses plus resserrées qui se discutaient. Et on n'a pas assisté à toutes les commissions, bien évidemment. On a assisté d'ailleurs peu, parce que malheureusement, les plénières étaient traduites en français, pas les commissions. Donc, on est allé, et puis on a vu qu'ils ne comprenaient rien. Donc, voilà. Et donc, le dernier jour, il y a eu 33 résolutions qui ont été dites. Actions. Oui, des actions. Bon. Vous appelez ça actions. Actions. Il y avait des actions, puis il y avait d'autres choses qui étaient... Et donc, j'en ai noté quelques-unes, donc sans savoir, puisque ça avait été décidé dans les commissions, ce qui avait motivé cela, mais une, alors dénoncer le racisme, la violence faite aux femmes, soutenir les luttes des peuples d'Amérique latine, des Caraïbes, du Moyen-Orient, défendre les peuples originaires, la biodiversité et la justice sociale, et puis une autre, donc, condamner les USA et l'Union européenne. Alors, donc, je n'ai pas le détail de ce qui s'est discuté pour qu'ils en arrivent là, mais ce que j'ai pu discuter avec les gens lorsqu'on parle d'Europe, ben, c'est que les gouvernements européens sont en général pas du tout dans une... enfin, je veux dire, j'ai envie de te dire, c'est comme si c'était des anti-Maastricht, quoi. C'est-à-dire que ce qui est devenu l'Europe aujourd'hui, c'est à laquelle on assiste, c'est-à-dire une Europe qui n'est pas sociale, une Europe qui ne défend pas les acquis sociaux, une Europe... enfin, je peux te faire, si tu veux, l'affaire du débat de ce soir, mais je peux te faire toute une liste que je partage, moi, en tant que Française et Européenne, pour laquelle l'Europe que nous avons n'est pas celle que nous souhaiterions. Et je pense que ce n'est pas celle qu'ils souhaitent non plus, les gens qui participent à ce combat.